Salut les mangeurs de livres. De retour sur le site qui dévore les bouquins à pleines dents. Alors aujourd'hui, toujours sans intro musicale et sans outro, dans le vif du sujet, tout de suite, je vais vous parler d'une petite incongruité littéraire. Une petite pépite que j'ai lue il y a bien 20 ans maintenant et que j'ai retrouvée là dans ma bibliothèque en faisant un peu de ménage. Écrit par un auteur qui s'appelle Louis L'Amour. Hein, ça s'invente pas comme nom ça, Louis L'Amour. Et ce petit livre, c'est un tout petit livre, hein, à peu près 200 pages, s'appelle Le Canyon hanté. Alors pourquoi je dis que c'est une petite incongruité? Parce que, avant de parler du livre, il faut parler de son auteur, ce cher Louis L'Amour. Louis L'Amour, en France, il est quasiment inconnu. Mais aux États-Unis, c'est une légende. Il a vendu plus de 200 millions d'exemplaires de ses livres à travers le monde. Et comme je vous le dis, pour nous, c'est quelqu'un qui n'existe même pas. Alors son patronyme, Louis L'Amour, en fait, ça vient de son père, qui était un breton immigré au 19e siècle aux États-Unis. Et lui, en fait, c'est un auteur disparu aujourd'hui. Il est né en 1908 et il est mort en 1988. Et donc, au début du siècle, là, il est né dans le Dakota du Nord, à la frontière canadienne. Donc d'un père immigré breton et d'une mère fille de colon anglo-saxon. Et le truc, c'est que ce gars, très vite, il va partir de chez lui. Et bon, comme d'habitude, il va exercer 1000 métiers, bûcheron, cow-boy, écorcheur de bétail. À un moment donné, il va même avoir pour mentor dans un de ses boulots comme ça un homme qui avait été euh, enlevé par les Apaches et élevé par les Apaches pendant de longues années avant de revenir dans le monde des Blancs, puisque lui, ça devait se passer dans les années 20, quoi, et que cet homme avait il devait avoir une soixantaine d'années, donc il avait vécu les dernières heures du Far West, quoi. Donc c'était possible encore de rencontrer des gens qui avaient vraiment vécu avec les Indiens à l'époque où ils n'étaient pas tous dans des réserves. Et comme il l'a dit lui-même plus tard, l'amour, vu que cet homme était resté un Apache dans sa tête, eh ben ça lui avait servi ensuite quand il a écrit tous ses bouquins. Et donc, comme c'est un gars de la dépression, quoi, vu qu'il y a eu la Grande Dépression, vous savez, avec la crise de 29, et il y a eu ce qu'on appelle le Dust Bowl dans le centre des États-Unis, où en plus de la dépression, il y avait une sécheresse et des vents de poussière là, qui ont jeté sur les routes des millions de petits fermiers. Si vous avez vu Les raisins de la colère, euh, tiré du roman de Steinbeck, justement, vous devez savoir de quoi je parle, avec Henri Fonda. Donc, il s'engage dans la marine marchande, et il se retrouve en Afrique, il se retrouve en Inde, il se retrouve en Chine, il se retrouve au Tibet, et là, c'est une nouvelle vie d'aventure qui s'offre à lui, parce que justement, c'est les années 30, c'est quasiment des histoires de pulps, parce que il fait un peu de tout, quoi. Il se retrouve même un moment dans une espèce d'équipe un peu de bandits de grand chemin sur le plateau tibétain, et il fait même de la boxe un peu en amateur, et quand il rentre ensuite vers le milieu des années 30 aux États-Unis, il va devenir boxeur professionnel. Il fera 54 combats, il aura 39 KO. Et c'est à ce moment-là, en fait, que, en lisant des pulps et en s'intéressant un peu à la poésie, il commence à avoir le désir d'écrire. Alors au début, il sort avec une fille qu'il a rencontrée là, en rentrant, et il commence à écrire de la poésie. Sa petite amie lui dit qu'il n'y a pas de rythme dedans, mais il se démonte pas, et mine de rien, il écrit un premier roman. Je crois que c'est justement au mi-temps des années 30, en 1939 exactement, juste avant la guerre, hein, en fait. Et c'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles, de poèmes, pardon, justement, puisque je disais qu'il s'essayait à la poésie. Et ça s'appelle Smoke from this Altar. Et bizarrement, il est quand même publié. Alors, il n'en vend pas des milliers, hein, mais ça lui donne le goût de la publication. Et il se dit qu'il va peut-être en faire son métier. Mais sur ces entrefaits, il y a la guerre qui éclate. Et donc, il se retrouve dans les chars. Et donc, il passe toute la guerre dans les blindés. Et il sera même promu First Lieutenant à la fin de la guerre. Et vu que pendant la guerre, il commençait à raconter ses histoires et ses aventures dans les Indes et dans l'Asie,
pendant sa jeunesse là, bah, la plupart des soldats avec qui il avait passé ces années difficiles, bah, lui disent qu'en fait il devrait vraiment se mettre à écrire parce qu'il a un vrai talent pour raconter des histoires. Donc quand il rentre, il se dit je vais m'y mettre. Et il envoie des nouvelles à tous les éditeurs possibles et imaginables, sans compter tous les magazines pulp de l'époque. À un moment, il témoigne lui-même, il disait qu'il avait envoyé plus de 200 textes d'affilée, qu'il en écrivait nuit et jour, qui se disait qu'au moins, même s'il y en avait une qui était refusée, il y en avait au moins 3 ou 4 qui tournaient chez les éditeurs. Mais justement, au bout de 200 refus, il commence à se dire que peut-être là, ça vient pas des éditeurs, mais ça vient peut-être de sa technique d'écriture. Et là où il est malin, et là où il fait preuve de l'intelligence de tous les autodidactes, et il se dit, bah, je vais étudier les auteurs que j'aime. Donc il prend des nouvelles de Maupassant, il prend des nouvelles d'auteurs populaires américains, et même des nouvelles de Stevenson. En fait, tous les auteurs qu'il admire. Et bien lui en prend car cette technique marche en fait. Au bout de quelques temps, bah, les nouvelles qu'il envoie sont acceptées et sont publiées. Et justement, Louis L'Amour, là, parce que maintenant s'il est connu et qu'il est passé à la postérité sous son vrai nom, au début là, de ses essais de publication, un des éditeurs là, de Pulps qui lui achète une nouvelle lui dit écoute, personne n'achètera jamais une nouvelle, surtout de western, euh, écrite par un auteur qui s'appelle Louis L'Amour, donc prends un pseudo. Et il se rappelle que le capitaine du cargo dans lequel il avait travaillé au début, il s'appelait Jim Mayo, et il prend le pseudonyme de Jim Mayo, et il commence une carrière d'auteur. Alors au début, il brasse large, hein, il écrit des nouvelles policières, il écrit des nouvelles de western, il écrit des nouvelles... Enfin, en fait, tout le spectre possible et imaginable de la littérature populaire, il s'y essaye. Et donc, à la fin des années 40 et au début des années 50, il écrit à peu près pour tous les pulps. Mais ce qui va vraiment déclencher sa carrière, qui va lui donner un vrai coup de pouce, c'est en 52, il écrit une nouvelle qui s'appelle The Gift of Cochise, le cadeau de Cauchy, vous savez, le grand guerrier Apache, justement, je vous avais parlé, hein, de son mentor qui avait été élevé par les Apaches. Et ça marche tout de suite. Et finalement, euh, le directeur des éditions Fawcett, c'était une maison d'édition qui était assez connue à l'époque, qui s'appelle Dick Carroll, lui dit que il tient un filon là qui devrait continuer à écrire des nouvelles de western. Et en 53, il y a Hondo qui est publié. Et Hondo, ça doit vous dire quelque chose parce que c'est un film. Enfin, c'est un film avec John Wayne et qui a fait un carton et qui a été tiré de cette nouvelle. Et donc, ça lui met le pied à l'étrier et il devient un auteur spécialisé dans les westerns. Et le truc en fait, c'est qu'en France, nous, bien sûr, le western, ça a toujours été le parent pauvre de la culture populaire. Déjà que la littérature de genre, ça a mis des décennies avant d'obtenir vraiment un public important et fidèle. Mais le western, bon, déjà aujourd'hui, ça existe quasiment plus. Et on va dire que lui, il est mort dans les années 80, on va dire même dans les années 60, 70. Ok, il y avait les films, il y avait beaucoup de fans de western en France au niveau cinématographique, mais au niveau littéraire, c'était vraiment restreint comme public. Alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire. Aux États-Unis, c'est normal, c'est leur histoire et c'est la vraie culture populaire. Et le fait que, comme je vous dis, là, une de ses premières nouvelles, elle a été adaptée au cinéma, bah, ensuite, à peu près la moitié de ses livres ou nouvelles vont être adaptés. À tel point que à la fin de sa vie, il va recevoir la médaille du Congrès américain et même la médaille de la liberté, je crois. C'est la plus grande distinction civile aux États-Unis qui va lui être décernée par Ronald Reagan. Alors on me dirait, Ronald Reagan, c'est un ancien cow-boy de cinéma. Ils avaient à peu près les mêmes centres d'intérêt, la même mentalité. C'est peut-être normal qu'il lui décerne la médaille. Mais moi, par exemple, une fois, j'étais tombé dans une solderie sur un bouquin de lui, justement, parce que comme j'avais lu Le Canyon Nantais, je me disais, tiens, est-ce qu'il y a d'autres livres de Louis L'Amour? Et c'est un truc qui s'appelait La Longue Chasse. Et je l'avais lu comme ça, et c'est vrai que c'était pas mal, hein. Et j'ai appris aussi qu'il avait été adapté. Parce que non seulement ses livres étaient adaptés au cinéma, mais aussi beaucoup à la télé. Il a fait même des sagas familiales, dont je crois la principale s'appelait Les Saquettes.
Et là, pareil, hein, pour eux, c'est genre la comédie humaine pour nous, quoi. Il y en a eu trois, je crois, qui sont interconnectées entre elles. Et à la fin de sa vie, c'était il était connu le plus pour ses sagas familiales, qui commençaient avec le début de la colonisation américaine et quasiment jusqu'à l'époque moderne. Et donc, pourquoi je vous ai fait ce large préambule avant de parler du Canyon hanté, c'est qu'en fait, Louis L'Amour, même si je vous ai dit qu'il a balayé tous les genres littéraires, surtout au début de sa carrière, et qu'ensuite il s'est spécialisé dans le western, bah, Le Canyon hanté, c'est le seul livre de fantasy qu'il a écrit. Parce que moi, en fait, pourquoi je suis tombé sur ce livre il y a une vingtaine d'années, c'était une époque où, justement, je commençais à me dire féru de littérature de l'imaginaire. J'avais lu pas mal de bouquins de SF et de fantasy, et je cherchais vraiment, ouais, on va dire des raretés, ou des choses un peu plus dures à trouver, ou un peu moins célèbres que les grands cycles que j'avais lus. Et à l'époque, Presse Pocket, c'était vraiment la collection. C'est vrai, j'ai lu, il y avait le livre de poche, mais Pocket, à un moment donné, ils étaient vraiment forts, quoi. C'était Guamard, le directeur de collection, Jacques Guamard, un directeur mythique. Parce qu'à l'époque, je l'ai dit une fois dans un podcast, il y avait trois grands directeurs de collection dans l'imaginaire. Il y avait Gérard Klein pour Ailleurs et Demain chez Albin Michel. C'était par exemple celui qui a édité Dune. Tu vois. Il y avait Jacques Sadoul, bien sûr, pour les éditions J'ai lu. Jacques Sadoul, c'était une bibliothèque vivante de tous les, en plus de vraiment de tous les gens populaires aussi, hein, parce qu'il pouvait éditer comme il disait, j'édite du Barbara Cartland pour pouvoir éditer du Edmond Hamilton en SF, mais il connaissait même personnellement certains auteurs. C'était un très très grand de l'édition. Et chez Presse Pocket, il y avait Guamard. Guamard, c'était aussi une espèce d'encyclopédiste de la SF et de la fantasy. D'ailleurs, malheureusement, il est mort maintenant, mais à la fin de sa vie, je crois qu'il est devenu aveugle, et il avait eu un très grand projet d'encyclopédie de la SF et du fantastique, en plusieurs volumes. Je sais même pas si le premier volume est sorti, mais en tout cas, à l'époque de sa présence chez Pocket, bah, ils avaient quasiment tout le monde, ils avaient tous les grands, quoi. C'était l'époque où ils ont édité du Moorcock, où ils ont édité du Liber, où ils ont édité je sais pas, du Anne McCaffrey, enfin, en SF fantasy, il y avait tout le monde. Donc, souvent, j'allais farfouiller dans les bouquineries, les solderies, ou chez Gibert à l'époque où ils avaient vraiment des centaines de bouquins d'occasion à rien. C'est pas comme maintenant où ils vous vendent un poche d'occasion à 9 euros alors que le neuf il est à 11. Je me rappelle une fois chez eux avec 10 euros, j'avais acheté 13 poches. Donc c'est plus possible ça. Puis il y en avait partout, il y en avait même dans des bacs sous les tables. C'est une époque enfin, ouais, qui est derrière nous maintenant, mais bref, ça m'a permis de découvrir plein d'auteurs, dont celui-là. Un jour, donc, je vois là sur une tranche Louis L'Amour, le Canyon hanté, et c'est classé en fantasy. Je me dis, tiens, ça, j'ai jamais entendu parler de ce mec, Louis L'Amour. Et je lis derrière, le quatrième de couverture. Et qu'est-ce que je lis derrière? Je lis Mike Raglan aime ces paysages désertiques du sud-ouest américain. Il y a vécu bien des années avant de devenir écrivain à succès spécialiste de l'occultisme et des civilisations disparues. Pour ses enquêtes, il a voyagé du Pérou au Tibet, des Indes à l'Égypte, et quand il revient dans cette région, c'est à l'appel de l'un de ses amis, un appel désespéré qui traduit une peur aveugle et qui parle de quatrième dimension et de créatures mystérieuses. Il retrouve l'atmosphère des légendes que lui racontaient les vieux cow-boys et les sages indiens, les légendes obsédantes qui parlaient d'or, d'horreur, son nom et de peuples disparus. Raglan affronte les dangers qui se cachent au sommet des messas désertes. Il va prendre conscience que tout ce qui l'entoure est incertain et découvrir que le monde des Anasazi, la terre des femmes poisons, des prêtres jaguars, où règne la main et ses seigneurs à l'ombre de la citadelle mythique de Xibalba. Ha ha. Et bah moi, un quatrième de couverture comme ça m'attrape direct. En plus, ce qui est fort, c'est que donc c'est un livre de fantasy, un livre de dimension parallèle, mais c'est pas de la fantaisie européenne, c'est pas de la fantaisie à la Tolkien avec des lutins, des elfes issus des légendes germaniques, c'est issu de la mythologie maya et de ce peuple mythique aussi, vous avez sûrement dû en entendre parler, les Anasazi. C'est un peuple, en fait on sait qu'il a existé, parce qu'on a retrouvé des traces archéologiques. C'était dans le sud-ouest américain, vers l'Arizona, là,
des fois, on les appelle les pueblos aussi. Ils étaient troglodytes dans des falaises. Et en fait, ils ont disparu. On sait qu'ils ont existé, mais il n'y a plus de traces d'eux, il n'y a pas de descendants d'eux. Les Blancs, ils les ont pas connus. C'est juste les Navarros, en fait, qui, dans leur langue, les ont appelés les Anasazi. Et souvent, il y a aussi ce truc de totem à araignée là, avec eux. Et il y a plein de légendes sur eux. Plein de légendes. On sait apparemment qu'ils ont été en contact avec les Mayas Quinche. Et que peut-être à travers le golfe du Mexique, il y avait des échanges, parce qu'on a retrouvé des perroquets momifiés, par exemple, dans leur grotte, et qu'on savait que les Mayas faisaient la même chose. Enfin bref, notre ami Louis Lamour, là, il se base sur ça, sur toutes ces légendes, et Maya et Anasazi. Par exemple, comme quand je vous parle de Xibalba, là, Xibalba c'est une cité mythique dans la Mésoamérique. C'était une espèce d'Hadès des Mayas, et on en retrouve souvent la trace déjà dans les mythes mayas, mais même euh, dans la littérature mésoaméricaine ou même la littérature fantastique. Vous savez ce qu'on appelait le réalisme magique, justement sud-américain, là où c'était pas vraiment du fantastique, mais que ça s'en rapprochait. En tout cas, c'est un mythe que même ensuite les Espagnols ont continué d'explorer. Et donc, ce qui est fort, c'est que, étant un auteur à succès de western, il prend cette base-là, il prend sa connaissance du sud-ouest américain, et il prend une espèce de détective de l'étrange, là, comme ça, parce qu'il y a aussi ce Mike Raglan, là, qui va aider un de ses amis. Et ça, parce que, faut dire la vérité, pourquoi aussi Louis Lamour, bon, c'est pas pour rien qu'il a vendu 200 millions d'exemplaires à travers le monde. Il sait écrire, quoi. Même si au début il disait qu'il avait des centaines de refus, bah, le fait de s'être frotté à ses auteurs préférés, et en plus c'était pas n'importe qui, comme je vous ai dit, hein, c'était du Stevenson et du Maupassant. En fait, il a appris à écrire, quoi. Il sait comment maintenir un suspense, comment écrire un récit haletant, comment écrire des aventures qui se tiennent. Et donc on est tout de suite pris. Comme je vous dis, c'est un petit livre. Il fait, je vais vous dire combien de pages il fait exactement. Ouais, il fait 260 pages. Donc si vous êtes pris et que vous avez une après-midi, vous pouvez le lire en une après-midi. Et moi à l'époque, ce qui m'avait fasciné, donc, c'était déjà le fait que ça se passe dans l'Ouest américain, et que cette histoire de dimension parallèle qui en fait aurait donné naissance à tous ces mythes de la Mésoamérique, et qui expliquerait la disparition des Anasazi et l'origine de la mythologie maya. Et ben donc en fait c'est ça qui m'avait attiré. Donc je m'embrouille un peu dans ce podcast, hein. J'ai des grands blancs. Parfois on arrive moins à parler dans le micro. Excusez-moi, mais bon, je vais continuer. Donc ouais, je commence à le lire, je suis transporté, et dans le livre et dans la dimension parallèle. Et ce qui est fort, c'est que vu que c'est un vrai aventurier, notre ami Raglan, là, donc il va vite comprendre qu'il y a des espèces de portails interdimensionnels qui relient ces coins d'Amérique du Sud, enfin d'Amérique centrale, et la dimension d'origine des Mayas et des Anasazi. Il va vite comprendre que sa vie est en danger, et la vie de son pote aussi, et que c'est une espèce de complot interdimensionnel. Et par exemple, il y a une trouvaille dans ce livre, c'est ce qu'ils appellent les femmes poison. À un moment, ils se retrouvent donc dans une espèce de monde maya fantasmé, là. Et en plus, pareil, hein, c'est des vraies descriptions qui vous entraînent. On a l'impression de lire du Clark Ashton Smith à un moment donné. Et donc, il y a des prêtresses guerrières, hein, qui sont bien sûr sculpturales, magnifiques, obsédantes. Mais ces femmes, en fait, elles sont élevées depuis l'enfance pour être des séductrices et pour être des femmes poison. C'est-à-dire qu'on leur met sur les lèvres une espèce de maquillage, une espèce de rouge à lèvres, depuis leur plus jeune âge, à petite dose, qui fait qu'elles ne vont pas en ressentir les effets, mais si elles embrassent un homme, bah, il meurt. C'est des femmes poison. Et bien sûr, lui, il va tomber amoureux d'une femme poison. Donc c'est compliqué. Et il y a tout, justement, toute cette mythologie mi-inventée, mi-basée sur des vraies mythologies mésoaméricaines, qui font que c'est vraiment une pépite, et c'est super original. Alors, bien sûr, ça a été écrit en 1987 ou 86, peu de temps avant sa mort. C'est pour ça, je pense, qu'il s'est essayé à un autre genre. Et, à l'époque, c'était vraiment original. Maintenant, je sais par exemple que
De plus en plus, il y a en fantasy de nouvelles autrices qui s'attachent à ces mondes-là, ces mondes mésoaméricains, mayas, aztèques, voire ou par exemple là, il y a Rebecca Hornhorst, je sais pas si je suis tombé dessus par hasard parce que ça avait une couverture de romantasy, de chick lit, j'y croyais pas du tout là. Mais quand j'ai lu derrière, en fait ce qui m'a attiré c'est qu'elle avait eu le prix Hugo, le prix Locus, et en fait c'est de la fantasy Navarro. Pareil, c'est le même coin, et c'est fantastique. C'est fantastique, c'est une petite parenthèse là, mais donc aujourd'hui, il y a pas mal d'auteurs, et surtout d'autrices d'ailleurs, c'est pas mal ça aussi, que ce soit des femmes qui s'y mettent. Euh, Généralement en plus issus de ces peuples, hein, les peuples premiers comme on dit, qui commencent à écrire la fantaisie, on va dire, amérindienne. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et moi, comme je l'ai souvent dit, tous les peuples premiers, c'est une marotte chez moi, que ce soit les Amérindiens, ou que ce soit les peuples des steppes, ou que ce soit les tribus des Vandales et des Goths. Enfin, ça m'a toujours attiré. Et là, en fait, bah, il y avait tout ce que j'aimais. De l'aventure, de la fantaisie, des histoires d'Indiens. C'était fantastique. Et donc, comme je vous le dis, c'est une petite pépite. Et c'était l'époque où Press Pocket sortait vraiment des bouquins de ouf. Donc voilà, si je vous en parle plus, je vais vous spoiler. Je vais pas vous raconter la fin. En tout cas, c'est un vrai voyage. C'est un vrai voyage dans le temps, dans l'espace. Et ce qui est fort en plus, c'est que comme c'est un petit poche, on peut le manger, on peut le dévorer vraiment d'un coup, en une nuit ou en une après-midi. Et ça vous donnera peut-être envie de lire d'autres livres de Louis L'Amour. Moi, je vous dis, j'ai essayé après un ou deux de ces westerns, hein. Bon, bien sûr, après, c'est un genre qui est un peu répétitif, c'est un peu toujours la même chose. Mais en tout cas, moi, quand j'étais petit, j'étais fan de western, hein. Quand j'allais à l'école primaire, par exemple, les seules fois où mon père me laissait regarder un film quand c'était l'école le lendemain, c'était quand c'était un John Wayne ou un Louis de Funès. Donc, Hondo, j'ai dû le voir, et tous ces trucs-là, donc ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. C'est vrai que pour un public d'aujourd'hui, peut-être que ça passerait plus. Mais il sait écrire, Louis L'Amour, donc vous pouvez lui faire confiance au moins pour un récit de fantasy et un western. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu Le Canyon Hanté et La Longue Chasse. Mais en tout cas, d'un point de vue de juste culture générale littéraire, pour quelqu'un qui aime manger du livre, eh ben, c'est cool de juste découvrir, quoi. Parce que c'est ça aussi qui est fun quand on a la passion des bouquins. Il y a tous les grands qu'on connaît par cœur, il y a tous ces auteurs dont tout le monde parle partout, et parfois on tombe sur un auteur inconnu. Enfin, inconnu pour nous, parce que je vous dis. Mais en tout cas, inconnu du grand public ici en France, dont personne n'a jamais parlé, dont vous avez jamais entendu, que vous trouverez même pas dans les bibliothèques, et qui a été édité par un éditeur de génie qui s'appelait Jacques Guamard, aux éditions Presse Pocket. Alors vous allez me dire, ah mais c'est un film, c'est un livre qui a presque 40 ans, c'est dur à trouver. Bah moi je vous dis franchement c'est pas dur à trouver parce que à l'époque c'était quand même des grands tirages Presse Pocket. Alors c'est vrai que je pense pas qu'il a été réédité parce que j'ai toujours chopé la même édition avec la même maquette des années 80 justement, le petit Presse Pocket gris, la presque argenté. C'est écrit en rose dessus, Louis L'Amour, le Canyon Nantais. Mais en tout cas, avec vous savez les couvertures de Suite Mac pour ceux qui se rappellent de cette époque. En tout cas, c'est facile à trouver parce que, en tout cas, dans les grandes villes, par exemple comme Paris, la région parisienne, où il y a beaucoup, beaucoup de magasins d'occasion. Vu que ça a été édité beaucoup, on le retrouve beaucoup en solderie. Et comme je dis souvent dans les podcasts, des fois on me reproche de parler des prix des livres ou d'où on peut les trouver. Mais moi je pense que, à titre informatif, c'est important. Parce que à quoi ça sert que je vous parle d'un livre si vous ne savez pas où le trouver? Déjà, maintenant il y a Internet, vous trouverez toujours du Louis L'Amour sur Internet et pas très cher. Mais si vous avez la chance de ne pas vivre vraiment à la campagne, dans des coins où il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de, même d'Emmaüs, ou par exemple chez Emmaüs, on a souvent des pockets. Mais comme je vous le disais, par exemple à Paris ou dans les grandes villes, il y a Gibert. Bon, c'est vrai que Gibert maintenant avec leur nouvelle politique, je sais pas s'ils rachètent ça. Mais en tout cas, dans toutes les solderies, les trucs genre Boulinier, les magasins d'occasion ou les magasins spécialisés en SF, fantasy, là, vous le trouverez. Et vous le trouverez pas à plus de 3-4 euros. Donc, faites-vous plaisir, mangez du livre à pas cher, avec son nom prédestiné, là, de Louis L'Amour. C'est que de l'amour.
Voilà, c'était juste parce que je me baladais dans ma bibliothèque. Enfin, j'ai pas. Ne croyez pas que j'ai une bibliothèque infinie où je puisse me balader sur des mètres et des mètres, hein, c'est une façon de parler. Je dis un peu n'importe quoi dans ce podcast. Bon, rappelez-vous juste que Louis Lamour, c'est bien. Et si ça vous a plu, si vous avez pris le temps de m'écouter jusqu'au bout, mettez-moi une étoile, un commentaire, ou même abonnez-vous. Si vous vous abonnez, je vous l'envoie, Louis Lamour. Hein. Merci, mon genre de livre. Et pardonnez-moi toutes ces digressions, mais des fois on a l'impression de parler tout seul dans un podcast. Allez, ciao.